Même pas bête. Quel bonheur de retrouver Michel Simès et Farah Kessri. Même pas bête, c'est les animaux qui sont même pas bêtes. Et là, c'est un album chez Glénat, Michel, absolument savoureux parce qu'on y apprend la reproduction animale et surtout les rapports avec la reproduction humaine à destination des enfants, mais peut-être aussi des adultes. On apprend plein de trucs. Oui, en fait, c'est un bouquin qu'on a voulu avec Farah pour peut-être filer un petit coup de main aux parents qui ont du mal à parler de sexualité avec leurs enfants, parce que tout le monde ne sait pas le faire. Mais c'est pas un livre que sur la sexualité, c'est un livre sur la reproduction, sur la séduction, sur la mise bas pour les animaux. Et effectivement, on a voulu comparer tout ce qui se passe dans le règne animal, avec des animaux assez fascinants, hein. et ce qui se passe dans l'espèce humaine. Alors moi, je me suis occupé que de la partie humaine, ce qui va encore une fois aider les parents à parler de ça avec leurs enfants. Et Farah, qui est vétérinaire, a parlé du reste. Alors Farah, vétérinaire, vous, c'est les animaux. Vous avez pris plein de trucs à Michel, alors. Comment les hérissons arrivent... Oui, ça l'a fasciné. Voilà. Comment ils arrivent à ne pas se piquer tout en faisant l'amour. Effectivement, il y a une astuce très simple. Le mâle doit uriner sur la femelle. C'est une méthode de consentement. Si elle est d'accord, parce que justement, dans l'urine, il y a eu des petits messagers chimiques pour dire « Ouh là là, j'ai envie de faire des bébés », eh bien, elle va relever ses picots et donc son arrière-train, et comme ça va dégager l'espace, il ne va pas se faire mal, il pourra se positionner. Donc ça veut dire qu'il y a aussi la notion du consentement chez les animaux. Oui, il y a la notion du consentement, mais enfin, c'est quand même étonnant que le porc-épic qui a envie de se reproduire, il va faire pipi sur chaque porc-épic femelle qu'il rencontre, et il y en a une qui va accepter. C'est quand même une méthode de séduction un peu étonnante. Heureusement qu'on ne fait pas ça chez nous. Ah oui, mais on fait autre chose. Oui, Farah, vous dites quoi? On fait autre chose parce qu'en fait, ça c'est un signal olfactif. On a aussi d'autres signaux olfactifs chez les êtres humains. On va se parfumer, on a nos phéromones, et il y a forcément une odeur qui va attirer. Pourquoi dans une foule, il y a deux êtres humains qui vont se rapprocher? Là, il y a les signaux visuels et les signaux olfactifs. Oui, ce qui est fou, c'est d'ailleurs qu'on apprend qu'il y a des préliminaires chez les animaux. Ils peuvent être romantiques. Les poissons s'embrassent sur la bouche. Et les poissons gourani. C'est non seulement romantique, mais c'est très poétique. Et quand on voit... Moi, ce qui m'a fasciné quand on a travaillé sur ce bouquin, c'est de voir... Nous, la séduction, on l'apprend parce que la société, parce que la transmission, parce que voilà, on ne peut pas dire que ce soit complètement inné, ni la séduction, ni la reproduction, enfin l'acte sexuel chez l'homme. Chez l'animal, il y a des poissons qui font des petits dessins dans le fond sur le sable. C'est le poisson globe japonais. Pour séduire la femelle. On a des oiseaux qui vont, sur le futur endroit où ils vont se reproduire, mettre des petits cadeaux, mais par paquet. C'est pas un truc, c'est pas un foutoir. Et ils vont faire des choses très très précises. Qui a appris à un poisson ou à un oiseau la méthode de séduction? Moi, c'est un truc qui me fascine. Alors, je veux bien l'inné, l'acquis, tout ce qu'on veut, mais comment se transmettent les oiseaux entre eux le fait qu'il faut faire son petit nid, et seulement dans cette espèce-là, pas chez tous les oiseaux. C'est un truc qui, moi, m'a complètement sidéré. On apprend plein de trucs à Farah. Les enfants vont se régaler, parce que c'est une curiosité incroyable, parce que si je prends par exemple, qui est capable de sauter 3 mètres pour séduire sa belle, quelle espèce n'a même pas besoin de se toucher pour faire des bébés? Les oursins. Il y en a qui font l'amour avec eux-mêmes, pratiquement, pour se reproduire. On apprend plein de trucs. Oui, absolument. En fait, on a essayé de suivre une logique de l'évolution. Vous voyez, on s'est dit qu'avec chaque espèce animale, on va donner une notion scientifique. Par exemple, comment parler de spermatozoïdes et d'ovules à des enfants. On va utiliser le terme de graine de vie, la graine de vie du papa, la graine de vie de la maman, et on va donner après le nom scientifique. Et on va aller étape par étape. Par exemple, on va tout simplement expliquer que chez les oursins, on va libérer ces graines de vie dans l'eau, et c'est l'eau qui va être l'intermédiaire pour les faire rencontrer. Et après, au fur et à mesure de l'évolution, eh bien, il y a eu les scénarios qui se sont un peu améliorés. Il a fallu rapprocher les deux, justement, le mâle et la femelle, pour augmenter les chances. Par exemple, les grenouilles qui se collent l'une sur l'autre, ce qu'on appelle le baiser cloacal. Après, il a fallu inventer des organes d'intromission, d'où le pénis et le vagin, etc. Tout ça, c'est pour aller droit au but. D'où le pénis et le vagin, mais est-ce qu'on apprend
apprend aussi, et ce que j'ai appris en travaillant avec Farah, c'est que le pénis, il peut se trouver dans le cou. Oui, ça, c'est les escargots. Les escargots. Enfin, je veux dire, pour nous, quand on ne connaît pas ce qui se passe dans le règne animal, on se dit que tout se passe quand même de façon différente, mais tout se passe sous la ceinture. Enfin, s'il y a des ceintures chez les animaux. Mais là, non, pas du tout. Ça va de là à ce que... Oui, il y a l'échidné, il a un pénis avec 4 têtes. Le canard colvert a un pénis qui se déroule sur 40 cm, qui est en plus en spirale. Et vous avez comme ça des formes. Et la libellule, ça l'a fasciné. Elle a un zizi, le libellule mâle, figurez-vous, cher ami, il a un zizi balayette. C'est-à-dire que quand il va voir Madame Libellule, il va commencer par nettoyer tout ce qui peut être là parce qu'il y a un autre mâle qui est venu avant. Il vire tout ce qu'il y avait avant. Et puis comme ça, lui, il envoie ses spermatozoïdes à lui avec son petit zizi balayette. Ah oui. C'est un truc incroyable. C'est l'assurance paternité, en fait. Il va être sûr que c'est lui le papa de la progéniture qui va arriver. Oui, le zizi de l'éléphant aussi, il a une particularité. Oui, il a... Ça fait rêver. Hein. Ouais, ça fait rêver. Je ne sais pas si ça Michel. fait rêver, mais messieurs, c'est vrai, effectivement, il fait quand même plus d'1,50 m, même voire 2 mètres pour certains mâles, mais ça ne dure que 30 secondes, l'acte de copulation. Donc ça je sais fait pas, moins rêver, voilà, hein. je suis pas sûre, moi, je suis pas vraiment convaincue que la taille soit si importante. Et alors, donc, on apprend en fait qu'ils sont très différents de nous, Michel, vous qui connaissez si bien l'être humain, mais il y a quand même des familiarités. Certains sont très proches. Certains sont très proches de nous. Alors, bien évidemment, la finalité chez l'homme de l'acte sexuel est une finalité orgasmique et de plaisir. Alors, c'est vrai que probablement que chez l'animal, il y a aussi cette notion de plaisir qui est souvent beaucoup plus brève que chez nous, mais cette notion de plaisir est celle qui nous guide, nous, dans l'acte sexuel et pas seulement la reproduction. Donc voilà, ça c'est ce qui nous différencie probablement des animaux. Et en même temps, on le lit dans ce livre, il y a aussi des actes d'amour. Il y a des actes, enfin, de ce qu'on peut considérer comme étant de l'amour et d'attachement. Très fort, on voit bien qu'un pigeon mâle et femelle restent ensemble toute leur vie. Enfin, c'est pas juste parce qu'ils ont envie de se parler. Donc, alors, c'est particulièrement certaines espèces d'oiseaux marines. Les oiseaux marins, eux, vont vraiment rester ensemble. Vous avez, par exemple, les fous de bassin. Dans le livre, on voit qu'ils se bécotent, d'où le terme se bécoter, parce qu'ils se font des bisous avec leur bec. Et parce qu'on sait qu'au niveau du bec, vous avez des petits récepteurs. On croit que c'est tout dur, c'est tout rigide, mais en fait, non, c'est très sensible. Et donc, ils vont se bécoter, ils vont rester ensemble pour la vie, tout simplement parce que leur environnement aussi les prédispose à rester ensemble. Ils n'ont pas vraiment trop le choix non plus, hein. Donc, il faut un peu être indulgent avec nous, les êtres humains. C'est que souvent, la fidélité dans le règne animal, c'est pas forcément un choix. Elle est parfois imposée. Ouais. Et puis, alors, il y a la naissance. Quand on est girafe, on tombe de 2 mètres de haut quand même. Ça. Et pourtant, on se relève. Hein? Et pourtant, on se relève. Essayez de faire accoucher une femme à 2 mètres de haut, le petit se relèvera pas. C'est c'est des choses qui sont. Ouais. Et puis vous avez vu, on le voit dans tous les documentaires animaliers, elle met bas. Vous regardez les gnous, les girafes. Ils se lèvent tout de suite. Ils se lèvent tout de suite, quoi. Quelques heures. Il faut 1 an et demi à un bébé homme pour se mettre debout. Ouais. Alors la différence justement quand on compare ces capacités, c'est souvent parce que nous on a un bassin, les femmes on a un bassin, en tout cas les bipèdes ont un bassin assez étroit et finalement si jamais on laissait plus longtemps que 9 mois la grossesse, la tête serait beaucoup trop grosse et on ne pourrait pas faire passer le bébé. Et chez les animaux ce sont des quadripèdes, le bassin est beaucoup plus large et en plus le temps de gestation en général est plus long, ce qui permet au cartilage, donc au squelette de s'ossifier et finalement d'être un peu plus dur. Et le bébé, lui, même s'il tombe, il peut se relever parce qu'il a le squelette qui va lui permettre de se relever. Ouais. Ce qui n'est pas le cas des bébés humains. C'est incroyable, hein, c'est fascinant. Alors, il y a les magnifiques dessins de Anne de Fréville. Hein, qui elle est superbe. L'album, même pas bête. Hein. Elle est elle-même autrice et elle a beaucoup de livres sur le règne animal parce qu'elle milite aussi pour la cause animale. Donc, je l'embrasse très fort, Anne. Ouais, mais Michel, c'est vrai, les enfants vont adorer ça parce qu'au fond, on se dit, les animaux, c'est une source de fascination. Mais en regardant les animaux, on apprend sur soi et sur l'homme. Voilà, c'est un moyen détourné pour parler de ce qui se passe avant l'acte, avant la reproduction chez les animaux et l'acte chez l'homme, de voir que séduire, c'est un acte
important et que c'est aussi une façon de dire qu'on ne se précipite pas, même chez les animaux, ils doivent séduire pour pouvoir se reproduire. Et qu'il y a même des préliminaires. Il y a une page sur les préliminaires, préliminaires, j'insiste sur cette page de préliminaires, messieurs. Et c'est une bonne leçon pour que les enfants qui lisent ça sachent qu'une femme ou un homme, eh ben, ça se séduit. Il y a quelque chose avant l'amour, avant l'acte sexuel, et qu'on ne se précipite pas, y compris chez les animaux. Ouais. Qu'est-ce que l'animal, ce qui vous a le plus fasciné, ce qui vous fascine le plus, un animal le plus incroyable dans sa façon d'être, ou de se reproduire, ou de tout ça, ce qui est le plus incroyable? Le don de soi chez les animaux est assez exceptionnel, parce que effectivement, dans la phase de séduction, il y aura des animaux qui vont pouvoir donner, faire des cadeaux, comme le jardinier brun qu'a évoqué Michel tout à l'heure. Il va construire une nacelle, une espèce de berceau nuptial et disposer... il y a du travail, hein. Il bosse. Du mal, hein. Voilà, le poisson globe japonais qui va construire, qui va creuser avec ses petites nageoires au fond de la mer une rosace de sable de plus de 20 mètres, de 2 mètres, pardon, donc c'est 20 fois sa taille. Donc tout ça, c'est une vraie dévotion. Et après, quand ils vont s'occuper de leur œuf, par exemple pour les manchots, le papa va arrêter de se nourrir pendant 2 mois pour pouvoir couver son œuf entre ses pattes sur la glace qui fait moins 36 degrés. Et après, même après la naissance, au niveau de l'éducation des petits, là aussi, il va y avoir une dévotion. Donc, ce don de soi pour donner la vie, pour la préserver, j'ai trouvé ça fascinant. Ouais, merci, Farah Khesri, Michel Simès. Michel, un mot, oui, on apprend. Les gosses vont apprendre, mais les adultes aussi, on apprend plein de trucs. Ah non, mais moi, bien évidemment, j'ai lu ce qu'avait écrit Farah, mais j'ai été fasciné à chaque page. Donc c'est effectivement un livre pour les enfants, mais un livre pour les parents qui vont apprendre plein de choses. Et donc voilà, un beau cadeau pour Noël qui satisfera, comme on dit, toute la famille. Oui, et j'invite vraiment toute la famille à aller piocher page et à après discuter page, avec les enfants et en parler. C'est formidable. Il y a différents niveaux de lecture. Il y a le petit Michel qui est l'avatar, qui est assez drôle et tout. Il y a les schémas anatomiques pour expliquer un peu plus d'anatomie. Et vous avez les magnifiques illustrations d'Anne de Fréville qui sont d'une poésie incroyable et qui nous accompagnent dans le livre. Aider les parents quand on va leur poser la question, maman, comment on fait des bébés Et surtout, par où il sort le bébé? Voilà. Et toi, Élie. Même pas bête, la reproduction comparant l'homme et l'animal chez Glénat, Farah Khesri et Michel Simès, c'est formidable. Je rappelle les 5 sens, l'album précédent, vous allez avoir la collection et ça va continuer, j'en suis sûr. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été avec nous.